Le 15 avril 1943, à 7600 mètres au-dessus de la côte belge, l'Oberleutnant Hermann Keller de la Jagdgeschwader 26 observa les silhouettes étrangères approchant de l'ouest, d'énormes chasseurs monomoteurs sans équivalent dans ses fiches de reconnaissance. Son rapport de combat, conservé aux archives militaires fédérales, Bundesarchiv, enregistra le moment où les pilotes allemands rencontrèrent pour la première fois au combat les républiques P-47 Thunderbolt, de lourds chasseurs approchant à des altitudes auparavant impossibles pour les appareils américains. Estimation, 12 machines maintenant la formation au-dessus de 7000 mètres. Ce que Keller observa ensuite hanterait les pilotes de la Luftwaffe pour le reste de la guerre. Le chef de file américain se mit soudain à cracher ce qui semblait être une éruption continue de flashs de tir. Non pas les rafales familières de 4 ou 6 canons, mais 8 flux synchronisés de tirs de gros calibre, créant un motif convergent de destruction sans équivalent dans la doctrine de combat allemande. Le Focke-Wulf FW-190 de son ailier reçut approximativement 40 impacts en moins de 2 secondes. L'avion n'explosa ni ne prit feu. Il se désintégra simplement, transformé en confetti d'aluminium par l'impact concentré des balles perforantes incendiaires de calibre 50. Le major Donald Blakesley, du 4e groupe de chasseurs, venait de remporter la première victoire aérienne du P-47, présentant à la Luftwaffe la philosophie de la puissance de feu américaine. Les républiques P-47C Thunderbolt portaient 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre .50, tirant chacune 800 coups par minute. Ensemble, elles délivraient 6400 coups par minute, soit plus de 100 balles par seconde. Avec 350 coups par arme, un P-47 pouvait maintenir ce feu dévastateur pendant près de 33 secondes de tir continu. Les mathématiques du combat aérien avaient fondamentalement changé. Le choc technologique représentait une collision entre des philosophies de conception opposées. La Luftwaffe était entrée en guerre convaincue que l'armement à canon représentait l'avenir. Son arme de chasse standard, le canon de 20 mm MG 151-20, tirait des obus explosifs pouvant détruire un avion avec un minimum d'impact. Les pilotes allemands s'étaient entraînés intensivement au tir de déviation, se glorifiant de leur précision. 1 ou 2 obus de canon bien placés pour éliminer un ennemi. Le major Günther Rall, qui deviendra le 3e as le plus titré de l'histoire avec 275 victoires, expliqua la perspective allemande dans une interview d'après-guerre. Nous pensions que les mitrailleuses étaient obsolètes, que le canon représentait l'évolution de l'armement des chasseurs. Un pilote compétent n'avait besoin que d'un placement précis des obus explosifs. C'était le combat aérien comme un art de la précision. L'approche américaine représentait une philosophie de guerre industrielle appliquée au combat aérien. Plutôt que de dépendre de l'adresse du pilote pour des impacts précis, la batterie de 8 armes du P-47 créait un motif de saturation. Aux distances de combat typiques de 180 à 270 mètres, la zone de convergence créait un rectangle de destruction d'environ 2,5 mètres sur 3,5 mètres, à l'intérieur duquel aucun avion ne pouvait survivre. Le colonel Robert S. Johnson, qui remportera 27 victoires sur P-47 avec le 56e Fighter Group, décrivit la philosophie américaine: nous n'essayions pas de placer des tirs chirurgicaux. Nous délivrions une puissance de feu écrasante. Chaque pression sur la détente était conçue pour garantir la destruction par le volume plutôt que par la précision. Les statistiques révélaient la disparité des philosophies de puissance de feu. Un P-47 Thunderbolt transportait 2800 cartouches au total, 350 par arme sur 8 mitrailleuses. Chaque cartouche perforante incendiaire pesait 48,5 grammes. Dans une rafale typique de 15 secondes, un P-47 pouvait délivrer plus de 1600 coups, représentant 78 kg de métal et de composants incendiaires. En comparaison, un Bf-109G transportait 150 coups pour son unique canon de 20 mm, avec 2 mitrailleuses de 13 mm portant 300 coups chacune. La disparité en puissance de feu soutenue était encore plus prononcée. Un chasseur allemand pouvait maintenir le tir de son canon pendant approximativement 6 à 7 secondes avant d'épuiser ses munitions.
un P-47 pouvait délivrer des rafales dévastatrices à plusieurs reprises au cours d'un engagement, avec assez de munitions pour plusieurs rencontres. La première rencontre majeure entre les P-47 et les chasseurs allemands s'était en réalité produite le 10 mars 1943, lorsque le 4e Fighter Group effectua la première mission de combat du type au-dessus de la France. Cependant, cette mission se termina par un échec complet en raison de panne radio, tous les avions retournant à leur base sans engager l'ennemi. Les Allemands restèrent inconscients de ce qu'ils avaient évité de justesse de rencontrer. Ce que les pilotes allemands n'avaient pas anticipé, c'est que le P-47 avait été spécifiquement conçu pour la supériorité à haute altitude. L'énorme moteur Pratt & Whitney R2800, double Wasp, avec son système sophistiqué de turbocompresseurs, produisait 2300 chevaux, à des altitudes où les moteurs allemands peinaient. À 7600 mètres, altitude où opéraient les formations de B-17, le P-47 maintenait des performances que les chasseurs allemands ne pouvaient égaler. La doctrine de la Luftwaffe avait mis l'accent sur le combat en dessous de 6100 mètres, où ces chasseurs étaient optimaux. Le moteur Daimler-Benz DB 605 du Bf-109G, même avec l'injection d'eau méthanol MW50, avait du mal à maintenir sa puissance aux altitudes extrêmes. Le redoutable Focke-Wulf FW-190A devenait lourd au-dessus de 6700 mètres. Le major Egon Meyer, commandant du 3e groupe de chasse du 2e groupe, et crédité d'avoir développé l'attaque frontale contre les formations de bombardiers, écrivit dans son évaluation tactique, au-dessus de 7500 mètres, l'avantage passe complètement au Thunderbolt. Il manœuvre librement, tandis que nous luttons avec des commandes qui semblent gelées. Ils attaquent depuis le haut en toute impunité, délivrent leur terrible puissance de feu et remontent en sécurité avant que nous puissions répondre efficacement. À l'été 1943, la capacité de production de Republic Aviation stupéfia le renseignement allemand lorsque des chiffres précis parvinrent enfin à Berlin. L'usine de Farmingdale, ainsi qu'une nouvelle installation à Evansville, dans l'Indiana, atteignaient des taux de production qui semblaient impossibles. Au pic de production, Republic fabriquerait 840 P-47 par mois, soit 28 avions par jour. La seule usine d'Evansville produirait finalement 6242 Thunderbolt. La production allemande de tous les types de chasseurs culmina à 2177 appareils mensuels en septembre 1944, répartis sur de multiples modèles. La production d'un seul type américain équivalait à près de la moitié de la production totale de chasseurs allemandes. Cette seule compagnie américaine égalait essentiellement la capacité de production de chasseurs de tout le Reich. L'oberste Joseph Jupp, prit l'air, Geschwader Commodore du JG-26, rejeta initialement les rapports de renseignement sur la production américaine comme de la propagande défaitiste. Après avoir rencontré des formations de P-47 de plus en plus massives au cours de 1943, il récupéra ces rapports et les annota. Si quoi que ce soit, ces chiffres semblent conservateurs. Nous faisons face à une guerre industrielle à une échelle que nous n'avions jamais imaginée. La disparité de production s'étendait au-delà des simples chiffres. Chaque P-47 nécessitait 17 081 pièces individuelles assemblées avec une efficacité de production de masse. Les 8 seules mitrailleuses Browning M2 coûtaient plus cher que de nombreux chasseurs allemands complets. Pourtant, l'Amérique construisit 15 686 P-47 tout au long de la guerre, faisant de lui l'un des chasseurs américains les plus produits. Le 17 août 1943, lors du premier raid sur Schweinfurt, les pilotes allemands reçurent une démonstration complète des capacités du P-47. Pour la première fois, les Thunderbolt escortèrent les B-17 profondément dans l'espace aérien allemand en utilisant des réservoirs largables. Les JG-1 et JG-26, s'attendant à des bombardiers non escortés, après que les petits amis aient fait demi-tour à leur limite de rayonnement habituelle, rencontrèrent à la place 240 P-47, maintenant un escortage rapproché. La bataille qui s'ensuivit vit la puissance de feu concentrée des P-47 dévaster les formations allemandes. L'Hauptmann Wilhelm Ferdinand Wutz, galant du JG-26, rapporta:
Les canons des Thunderbolt ne font pas que endommager les avions, ils les désintègrent. Nous avons regardé des pilotes expérimentés simplement disparaître dans des nuages de débris. Pas d'opportunité de sauter, pas de chance de survie, juste une destruction instantanée par le feu concentré. L'impact psychologique fut immédiat. Les pilotes allemands qui avaient développé des tactiques prudentes pour engager les chasseurs alliés faisaient de soudain face à un adversaire qui annulait les techniques de combat traditionnelles. Au lieu de manœuvrer pour la position, les pilotes de P-47 pouvaient simplement pointer leur avion vers une cible et la détruire par saturation de puissance de feu. Les pilotes de P-47 développèrent rapidement des tactiques maximisant leurs avantages. La plus dévastatrice était l'attaque en piqué depuis la haute altitude, plongeant depuis 9100 mètres à des vitesses approchant les 800 km par heure, délivrant des rafales concentrées, puis utilisant l'élan pour regagner de l'altitude. Les pilotes allemands appelèrent ces attaques la mort venue du ciel, car ils n'avaient pas de contre-mesure efficace. Les mathématiques de la gestion de l'énergie favorisaient massivement le P-47. Un Thunderbolt piquant de 9100 mètres à 4600 mètres gagnait suffisamment d'énergie cinétique pour remonter à 7600 mètres sans utiliser la pleine puissance. Les chasseurs allemands, luttant pour atteindre de telles altitudes, ne pouvaient initialement pas égaler cette domination du champ de bataille vertical. Le poids du P-47, initialement perçu comme un désavantage, devint un atout dans ces attaques en piqué. Avec une masse en charge de plus de 6,3 tonnes, le Thunderbolt accélérait en piqué plus vite qu'aucun chasseur allemand ne pouvait le suivre. Les pilotes de la Luftwaffe tentant d'échapper en piquant trouvaient les P-47 les rattrapant facilement, délivrant des rafales dévastatrices durant la poursuite. La charge de munitions du P-47 représentait une arme psychologique au-delà des simples chiffres. Avec 350 coups par arme, les pilotes américains pouvaient se permettre une flexibilité tactique inimaginable pour les pilotes allemands. Ils tiraient des rafales de réglage, marchaient, leurs tirs sur les cibles et engageaient de multiples ennemis en une seule mission. Les pilotes allemands, avec 150 à 200 coups pour leur canon principal, opéraient sous une anxiété constante des munitions. Chaque rafale nécessitait une considération attentive. Manquer signifiait gaspiller des ressources irremplaçables. Cette disparité de munitions créa une inégalité fondamentale dans la psychologie du combat. Les Américains combattaient avec l'abondance, tandis que les Allemands combattaient avec la pénurie. Les statistiques de production derrière cette disparité étaient stupéfiantes. L'usine d'armement de Lake City, dans le Missouri, produisit approximativement 6,5 milliards de cartouches de calibre 50 pendant la guerre. La production de cette seule installation pouvait théoriquement fournir à chaque P-47 jamais construit plus de 400 000 cartouches, assez pour plus de 140 recharges complètes par avion. Le jour J, le 6 juin 1944, fournit la démonstration ultime de la domination du P-47. La Luftwaffe ne parvint à effectuer que 319 sorties au-dessus de la Normandie durant toute la journée. La 9e Air Force à elle seule effectua plus de 2000 sorties de P-47. Les pilotes allemands arrivant au-dessus des plages du débarquement rencontrèrent des murs de chasseurs américains qui défiaient la compréhension. Les mathématiques étaient écrasantes. Les pilotes allemands faisaient face à des chances dépassant 20 contre 1. Lorsqu'ils engageaient, ils rencontraient une puissance de feu concentrée qui rendait le combat tournoyant traditionnel impossible. La Luftwaffe perdit 35 avions le jour J. Les P-47 revendiquèrent 27 de ces victoires. Le rôle d'attaque au sol ajouta une autre dimension au traumatisme allemand. Les P-47 transportant des bombes et des roquettes dévastèrent les renforts allemands tentant d'atteindre la Normandie. Mais ce furent les 8 mitrailleuses lors des attaques de mitraillage qui créèrent une terreur particulière. Un seul P-47 pouvait détruire une colonne de véhicules entière en un seul passage, la puissance de feu concentrée pénétrant les blindages, détruisant les moteurs et éliminant les équipages avec une efficacité impitoyable. Fin 1944, la Luftwaffe faisait face à une crise composée. Les nouveaux pilotes arrivaient dans les unités de combat avec aussi peu que 10 heures sur chasseur, faisant face à des pilotes américains avec plus de 200 heures de combat. Le désavantage technologique
combinée à une déficience catastrophique de l'entraînement, produisit des massacres plutôt que des combats. Les pilotes de remplacement allemands, jetés au combat avec une préparation minimale, faisaient face à des P-47 dont les 8 mitrailleuses rendaient les disparités de compétences des pilotes insignifiantes. Même des rafales mal ajustées saturent suffisamment d'espace aérien pour garantir des impacts. Les instructeurs vétérans de la Luftwaffe rapportèrent que des classes d'entraînement entières étaient éliminées lors de leur première rencontre avec les Thunderbolt. Les statistiques révélèrent l'étendue de la catastrophe. Les pilotes allemands, commençant leur entraînement après juin 1944, avaient un taux de survie inférieur à 15% après 5 missions de combat. Contre les P-47 spécifiquement, les taux de survie tombaient en dessous de 10%. Des escadrons entiers étaient éliminés lors d'un seul engagement, remplacés par des pilotes encore moins entraînés qui survivaient encore moins longtemps. L'opération Bodenplatte, l'attaque surprise de la Luftwaffe contre les aérodromes alliés le 1er janvier 1945, démontra le renversement complet de la supériorité aérienne. Malgré avoir obtenu la surprise tactique et détruit de nombreux avions au sol, les pertes allemandes durant le retrait furent catastrophiques. Alors que les chasseurs allemands faisaient demi-tour après leur passe de mitraillage, ils rencontrèrent des vagues de P-47 décollant des aérodromes arrière. Sans l'avantage de l'altitude ni de munitions pour un combat prolongé, les chasseurs de la Luftwaffe furent systématiquement détruits. Les P-47 du 365e Fighter Group, décollant de Metz après l'attaque initiale, prirent les formations allemandes à basse altitude et éliminèrent des escadrons entiers. L'opération coûta à la Luftwaffe 271 avions et 143 pilotes tués, des pertes dont elle ne se remettrait jamais. Les pertes américaines en combat aérien s'élevèrent à 16 avions. Le taux d'échange dépassa tout ce qui avait été enregistré auparavant, démontrant la domination complète de la doctrine de puissance de feu américaine. Même l'introduction des jets Me-262 ne procura qu'un soulagement temporaire face à la domination du P-47. Si les jets pouvaient dépasser les Thunderbolt en vol horizontal, ils restaient vulnérables durant le décollage et l'atterrissage. Les pilotes de P-47 développèrent des tactiques de guet près des bases de jets, attendant les moments vulnérables. La puissance de feu concentrée de 8 mitrailleuses pouvait détruire un jet aussi facilement qu'un chasseur conventionnel si elles parvenaient à le prendre sous leur feu. L'avantage de vitesse du jet ne signifiait rien lorsqu'il était pris à basse altitude avec le train d'atterrissage sorti. Plusieurs pilotes de jet irremplaçables de l'Allemagne tombèrent sous les coups de P-47 durant ces moments vulnérables, bien que non Walter Nowotny, qui fut abattu par des P-51 Mustang le 8 novembre 1944 et non par des P-47 comme parfois rapporté à tort. Les statistiques de production finale racontèrent l'histoire complète de la domination industrielle américaine. Republic Aviation produisit 15 686 P-47 tout au long de la guerre. Au pic de production, les usines fabriquaient 840 avions par mois. Chaque avion portait 8 mitrailleuses Browning M2, nécessitant 125 488 mitrailleuses au total pour tous les Thunderbolt produits. Les usines américaines produisirent plus de 12 milliards de cartouches de calibre .50, assez pour approvisionner chaque P-47 avec des charges de combat pratiquement illimitées. Face à cela, la production totale de chasseurs allemandes s'éleva approximativement à 33 000 appareils de tout type de 1939 à 1945. Des pénuries chroniques de munitions signifiaient que les pilotes allemands volaient souvent avec des charges partielles. En 1945, les pénuries de carburant limitaient les missions de combat à 15 à 21 minutes, tandis que les P-47 opéraient avec 2 heures de carburant. L'effet psychologique cumulatif sur les pilotes allemands approcha le traumatisme collectif. Les médecins de la Luftwaffe documentèrent une névrose du Thunderbolt. Des réactions de stress involontaires à tout son ressemblant à 8 mitrailleuses synchronisées. Les pilotes ayant survécu à de multiples rencontres avec les P-47 montraient des symptômes similaires au choc de l'artillerie. Les vétérans développèrent des tactiques d'évitement élaborées, centrées entièrement sur la survie plutôt que le combat.
Il n'engageait que des avions endommagés ou isolés, évitait le combat au-dessus de 6100 mètres où les P-47 dominaient, ne tentait jamais d'attaque frontale contre 8 mitrailleuses et rompait immédiatement le contact lorsque les Thunderbolts apparaissaient. Ce n'étaient pas des tactiques pour la victoire, mais pour la survie. Le major Günther Rall, qui survécut à la guerre avec 275 victoires, fournit un témoignage crucial sur le fait d'affronter les P-47. Le 12 mai 1944, il perdit son pouce gauche lorsqu'il fut attaqué par des P-47 du 56e Fighter Group mené par Hubert Hub Zemke. Dans des interviews d'après-guerre, Rall déclara « Le P-47 pouvait maintenir une vitesse plus élevée en altitude, piquait beaucoup plus vite que le Bf-109. Nous avons appris à respecter non seulement l'avion, mais la philosophie de puissance de feu qu'il représentait. » Le général der Jagdflieger Adolf Galland, avec 104 victoires, écrivit dans ses mémoires sur l'impact psychologique « Les 8 canons du P-47 annonçaient que l'Amérique gagnerait par l'excès, non par l'efficacité. Chaque rafale disait « Nous en avons tellement que nous pouvons nous permettre de le gaspiller pour vous détruire ». Ce message était plus dévastateur que la destruction physique. Même Johannes Steinhoff, qui survécut pour devenir un commandant de l'OTAN avec 176 victoires, reconnut le changement de paradigme. Bien que des citations spécifiques sur les P-47 ne soient pas documentées dans les sources disponibles, son service avec le JG-26, JG-77 et JG-7 signifia une exposition extensive à la doctrine de puissance de feu américaine. Au-delà du combat aérien, les P-47, en tant qu'avions d'attaque au sol, créèrent un traumatisme séparé pour les forces terrestres allemandes. Les 8 mitrailleuses, qui déchiraient les avions, se révélèrent également dévastatrices contre les véhicules, trains et concentrations de troupes. Un seul P-47 pouvait mettre hors service une locomotive en un seul passage, le feu concentré pénétrant les plaques de la chaudière qui résistaient aux tirs de canon. Les vétérans du front de l'Est, endurcis par des années de combat contre les soviétiques, craquaient sous les attaques de mitraillage des P-47. Le grondement distinctif de 8 mitrailleuses tirant simultanément devint le son de la mort inévitable. Les colonnes de véhicules prises par les P-47 cessaient d'exister en tant qu'unités organisées, transformées en épaves fumantes, s'étirant sur des kilomètres. Début 1945, les nouvelles variantes P-47M et P-47N élargirent un écart déjà insurmontable. Le moteur Pratt & Whitney R2857C du P-47 même produisait 2800 chevaux avec injection d'eau, atteignant des vitesses dépassant 755 km par heure. Seulement 130 P-47M furent construits, mais ils représentaient l'apogée du développement des chasseurs à moteur à piston. Le viseur gyroscopique K-14, standard sur les P-47 de fin de série, élimina le dernier avantage allemand, la compétence en tir de déviation. Le viseur calculait automatiquement la déviation en fonction de la distance et du mouvement de la cible. Combinée aux 8 mitrailleuses, cette technologie rendait même les pilotes novices des tireurs mortels. La crise du carburant allemande fin 1944 créa une catastrophe synergique face au P-47. Les pilotes allemands, limités à un carburant d'entraînement minimal, rencontraient des pilotes américains avec d'importantes heures de vol. La disparité de compétences combinée à l'inégalité technologique produisit des rencontres qui méritaient à peine le nom de combat. Les pilotes allemands opéraient sous une anxiété constante du carburant, calculant s'ils en avaient assez pour engager et revenir. Les pilotes de P-47, avec d'abondantes réserves de carburant, pouvaient se permettre la patience, les changements d'altitude et les poursuites prolongées. Cette disparité de carburant signifiait que les Allemands livraient des batailles défensives, tandis que les Américains maintenaient l'initiative offensive tout au long des engagements. La fin de la guerre apporta une clarté statistique sur l'impact du P-47. Sur le théâtre européen, les P-47 furent accrédités de 3752 victoires RR, de 86 000 wagons de chemin de fer détruits ou endommagés, de 9 000 locomotives détruites, de 68 000 véhicules à moteur détruits et de 6 000 véhicules blindés revendiqués. Face à cela,
Approximativement 3499 P-47 furent perdus toutes causes confondues, 1020 face aux chasseurs ennemis et 2479 face à la Flak et causes opérationnelles. Le taux d'échange en combat aérien dépassait 4-1, démontrant une nette supériorité. L'étendue du traumatisme psychologique allemand dû au P-47 devint évidente pendant la guerre de Corée lorsque des conseillers militaires ouest-allemands consultèrent l'OTAN. Lorsqu'on leur montra des images des F-84 Thunderjet menant des attaques au sol, plusieurs pilotes vétérans manifestèrent des réactions de stress, démontrant l'impact durable de leurs expériences de guerre. Les conseillers allemands soulignèrent aux planificateurs de l'OTAN que la doctrine de puissance de feu américaine, la force écrasante plutôt que la précision, s'était avérée psychologiquement dévastatrice. Ils conseillèrent que les futurs adversaires devaient comprendre que l'Amérique ne cherche pas des combats équitables, mais plutôt l'annihilation industrielle de l'opposition. En avril 1945, la dernière évaluation opérationnelle de la Luftwaffe reconnut une défaite complète face à la guerre industrielle américaine. Le rapport notait que le combat aérien traditionnel basé sur l'habileté et la manœuvre du pilote avait été rendu obsolète par la puissance de feu écrasante. Les 8 mitrailleuses du P-47 n'avaient pas seulement abattu des avions allemands. Elles avaient détruit une philosophie de combat entière. Les pilotes allemands étaient entrés en guerre en chevaliers du ciel, croyant en l'habileté individuelle et la précision. Ils la terminèrent en comprenant que la guerre moderne appartenait aux nations capables de produire en masse une puissance de feu écrasante. Le P-47, Thunderbolt, avec ses 8 mitrailleuses de calibre .50, avait été l'instrument de cette éducation. Les analyses d'après-guerre par les historiens militaires confirment l'impact décisif du P-47 sur la guerre aérienne. L'armement à 8 mitrailleuses représentait plus que de la puissance de feu. Il incarnait la philosophie industrielle américaine appliquée au combat. Là où les Allemands recherchaient l'efficacité et la précision, les Américains délivraient une abondance écrasante. Le docteur Williamson Murray, dans son analyse de la guerre aérienne, nota « Les 8 canons du P-47 démocratisèrent le combat aérien. L'habileté individuelle devint secondaire face à la capacité industrielle. Les as allemands, avec des centaines d'heures d'expérience, se retrouvèrent égaux à des novices américains face à des murs de tir de calibre 50. » L'impact psychologique s'étendit au-delà des pilotes individuels à la doctrine militaire allemande. La Wehrmacht avait été pionnière dans la guerre des armes combinées. Mais la capacité industrielle américaine, symbolisée par la puissance de feu excessive du P-47, démontra que la capacité de production surpassait l'innovation tactique. L'histoire de la fabrication du P-47 révèle l'ampleur de la mobilisation industrielle américaine. Republic Aviation se transforma d'une petite compagnie produisant 39 avions en 1939 à la fabrication de 840 par mois en 1944. Cette expansion d'une seule compagnie dépassa la croissance totale de la production d'avions allemandes. L'usine d'Evansville, construite sur un terrain vide en 1942, employa 28 000 travailleurs au pic de production, dont 40% de femmes. Ces ouvriers, beaucoup sans expérience industrielle préalable, assemblèrent des chasseurs d'une telle qualité que les taux de perte au combat dus à des défaillances mécaniques restèrent négligeables tout au long de la guerre. Chaque P-47 contenait 305 000 rivets individuels installés avec des pistolets pneumatiques qui n'existaient pas dans la plupart des usines allemandes. L'efficacité de la chaîne de montage signifiait que les ouvriers pouvaient achever des assemblages majeurs en des heures, là où les installations allemandes nécessitaient des jours. Cette efficacité de production se traduisit directement en supériorité numérique dans le ciel européen. La production de munitions soutenant les opérations des P-47 démontra la supériorité logistique américaine. Au-delà des 6,5 milliards de cartouches produites à Lake City, des installations supplémentaires à Saint-Louis, Denver et Salt Lake City en produisirent des milliards d'autres. Cette abondance de munitions signifia que les pilotes de P-47 ne firent jamais face à l'anxiété des munitions qui tourmentaient leurs adversaires allemands.
La logistique américaine délivra ses munitions dans le monde entier, garantissant que les unités de P-47 ne manquèrent jamais d'approvisionnement. Les aérodromes avancés en France recevaient des livraisons quotidiennes de munitions, dépassant ce que les escadrons allemands recevaient mensuellement. Cette supériorité logistique signifia que chaque sortie de P-47 décollait avec des charges de munitions complètes, tandis que les chasseurs allemands volaient de plus en plus avec des charges partielles. Le programme d'entraînement des pilotes américains produisit un flux continu de pilotes de P-47 qualifiés. En 1944, les États-Unis formaient 100 000 pilotes annuellement avec des programmes spécifiques étendus pour les opérations sur P-47. Ces pilotes arrivaient dans les unités de combat avec plus de 200 heures de vol, dont plus de 50 heures sur type. L'entraînement des pilotes allemands, quant à lui, s'effondra de 250 heures avant-guerre à moins de 50 heures en 1944. Les pénuries de carburant signifiaient que de nombreux pilotes allemands tiraient avec leurs armes pour la première fois au combat. Cette disparité d'entraînement, combinée à l'avantage de puissance de feu du P-47, créa des rencontres de combat qui ressemblaient à des exécutions plutôt qu'à des batailles. L'impact du P-47 s'étendit bien au-delà des statistiques de la Seconde Guerre mondiale. La philosophie d'armement à 8 mitrailleuses influença la doctrine militaire américaine tout au long de la guerre froide. L'accent mis sur la puissance de feu écrasante plutôt que la précision s'ancra dans la pensée militaire américaine. Les officiers allemands qui rejoignirent l'OTAN apportèrent des leçons durement apprises sur l'affrontement à la puissance de feu américaine. Ils soulignèrent que les 8 mitrailleuses du P-47 leur avaient enseigné que la guerre moderne était au final une question de capacité industrielle. Les nations qui pourraient produire en masse une puissance de feu écrasante vaincraient celles s'appuyant sur l'habileté individuelle du guerrier. Le contraste dans les taux de survie des pilotes révéla l'inégalité fondamentale de la guerre aérienne. Les pilotes américains de P-47, qui complétaient leur tour durée, avaient un taux de survie d'environ 90%. Les pilotes de chasse allemands faisant face au P-47 avaient un taux de survie inférieur à 30% de 1944 à 1945. Ce différentiel ne reflétait pas des différences de courage ou de compétences, mais la réalité mathématique de faire face à une puissance de feu écrasante. Les jeunes pilotes allemands, certains avec moins de 10 heures sur chasseur, faisaient face à des vétérans américains avec des centaines d'heures de combat, pilotant des avions avec 8 mitrailleuses lourdes. Le résultat était prédéterminé par les mathématiques industrielles plutôt que par les capacités individuelles. Le corps des pilotes de la Luftwaffe ne fut pas vaincu. Il fut systématiquement éliminé. L'impact stratégique du P-47 dépassa les victoires tactiques en établissant la supériorité aérienne sur l'Europe. Les P-47 permirent la campagne de bombardement qui détruisit la capacité industrielle allemande. Ils protégèrent les bombardiers qui éliminèrent la production de carburant allemande, créant les pénuries mêmes qui paralysèrent les opérations de la Luftwaffe. Plus significativement, les P-47 menant des missions d'attaque au sol paralysèrent les mouvements militaires allemands. L'incapacité de la Wehrmacht à se déplacer de jour sans subir des pertes dévastatrices sous les mitraillages des P-47 altéra fondamentalement les possibilités opérationnelles. La campagne de Normandie réussit en partie parce que les renforts allemands ne pouvaient survivre à un déplacement à travers des cieux dominés par les P-47. Dans la culture militaire allemande d'après-guerre, le P-47 devint synonyme de la supériorité matérielle américaine. Les vétérans utilisèrent la mentalité Thunderbolt pour décrire l'application d'une force écrasante. L'éducation militaire souligna que les futurs conflits nécessiteraient d'égaler la capacité industrielle américaine, pas seulement l'excellence tactique. L'expression 8 canons entra dans le vocabulaire militaire allemand comme un raccourci pour une supériorité de puissance de feu insurmontable. Les études du collège d'état-major analysèrent comment l'excellence martiale traditionnelle devint insignifiante face à une puissance de feu à l'échelle industrielle. Le P-47 avait enseigné aux professionnels militaires allemands que la guerre moderne était au final économique plutôt qu'héroïque. Les pilotes allemands furent surpris lorsque les P-47 Thunderbolt déchirèrent leurs chasseurs avec des mitrailleuses de calibre .50.
Mais leur surprise reflétait une mécompréhension plus profonde de la nature de la guerre moderne. Ils étaient entrés au combat croyant à la qualité sur la quantité, à l'habileté sur la production, à la précision sur la saturation. Le P-47 leur enseigna par une expérience brutale que la capacité de la démocratie industrielle à produire en masse une puissance de feu écrasante surpassait l'efficacité totalitaire. Chaque rencontre avec ces 8 mitrailleuses renforçait une vérité simple. L'Amérique avait transformé la guerre d'un combat individuel en un traitement industriel. Les 15 686 P-47 produits, leurs 125 488 mitrailleuses et leurs milliards de cartouches représentaient plus qu'une supériorité militaire. Ils incarnaient une philosophie de production qui pouvait équiper chaque chasseur avec 2 fois la puissance de feu nécessaire, car l'abondance industrielle rendait un tel excès abordable. Les pilotes allemands apprirent cette leçon de la manière la plus dure possible, par des rencontres quotidiennes avec des chasseurs américains qui pouvaient les détruire totalement à plusieurs reprises, presque avec désinvolture. Les 8 mitrailleuses du P-47 ne gagnèrent pas seulement la supériorité aérienne sur l'Europe. Elles démontrèrent qu'à l'âge de la guerre industrielle, la nation avec la plus grande capacité de production triompherait toujours. La surprise des pilotes allemands face au P-47 fut au final la surprise face à la nature de la guerre moderne elle-même. Ils s'étaient préparés à des duels aériens et rencontrèrent à la place une machine industrielle qui les traitait avec 8 mitrailleuses tirant plus de 100 coups par seconde. Dans ces flux convergents de traceurs se trouvait l'histoire entière de la Seconde Guerre mondiale, la capacité de l'Amérique à produire une force écrasante et à la livrer où que ce soit nécessaire. Les pilotes allemands qui survécurent apprirent qu'ils avaient affronté non seulement un avion supérieur, mais une philosophie de production supérieure. Le P-47 Thunderbolt, avec ses mitrailleuses de calibre .50, avait été la réponse de la démocratie au totalitarisme. Non par l'idéologie, mais par des mathématiques industrielles qu'aucun courage ou habileté ne pouvait surmonter. En fin de compte, la surprise des pilotes allemands se transforma en compréhension. Ils avaient rencontré l'avenir de la guerre, et il avait 8 mitrailleuses délivrant la suprématie industrielle américaine, une rafale dévastatrice à la fois.